Et du coup, on va quand même parler de cette actualité de ZDNet qui s'intitule « Pourquoi vous pouvez et devez utiliser Linux chez vous ?» Et je ne suis vraiment pas d'accord avec son approche ni ce qu'il raconte, mais du coup, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Hop, et du coup, on va regarder ça plus en détail. Voilà, l'article de ZDNet, du coup. Je suis fermement convaincu que Linux est le système d'exploitation idéal pour être productif à domicile, et je plaide pour que tout le monde puisse envisager cette plateforme gratuite. Ouais. On va le lire, et en même temps, j'ai surligné 2-3 trucs qui, pour moi, me semblent assez aberrants. Donc soyons clairs, Linux alimente à peu près tout ce que vous utilisez. Le cloud, c'est Linux. Médias sociaux, c'est Linux. Google, c'est Linux. Vous ne pouvez pas y échapper. En fait, sans Linux, le logiciel open source et l'entreprise du monde entier ne serait pas aussi compétitive. C'est un fait, pas une opinion. Alors, dans un sens, cette partie-là, je suis plutôt d'accord, effectivement. Aujourd'hui, que ce soit Linux, et au sens plus large, l'open source, aujourd'hui participe énormément à la productivité des entreprises, parce qu'il y a cette vraie mutualisation des ressources pour avoir des outils numériques performants. Donc on parle de Docker, on parle de Kubernetes, on parle de ces différents outils, hein, voilà, c'est plein d'outils open source qui aujourd'hui permettent d'optimiser le cloud, d'avoir des solutions au cloud privé plus performantes et facilement déployables d'un point de vue de technicien et d'informaticien. Et c'est ça qui me déplaît dans cet article. Donc, et c'est là où on va revenir sur sa phrase, qui me plaît pas du tout. Ce qui est une opinion, cependant, c'est que Linux n'est pas viable pour le grand public. Et les d'informatique à domicile. Et les d'informatique... Ouais, sa phrase, elle est pas... Ouais. Eh bien, je dirais que cette opinion manque de perspicacité. Je n'aime pas ce ton-là. Je le connais, ce ton-là. Voilà, c'est pour connaître assez bien le Linux en tant que desktop, pour avoir essayé de militer et essayer de m'accrocher pour avoir un PC sous Linux. C'est pas possible. Enfin, et surtout de dire que si tu penses pas ça, c'est que tu manques de perspicacité. Voilà, c'est en gros, t'es trop con pour. Si tu utilises pas Linux, c'est que t'es trop con, quoi. Bah, déjà, pour moi, c'est l'intro de l'article, et déjà, voilà, c'est nauséabond, quoi, comme position. Mais du coup, je comprends pas bien le but. Mais comme il dit. Car l'état actuel de Linux permet de proposer non seulement un système d'exploitation idéal pour votre PC, alors idéal, ouais, enfin, c'est méconnaître la façon d'utiliser Windows, de croire que il n'y a pas de différence d'utilisation entre Linux et Windows, quoi. Et que les gens, ils peuvent passer de l'un à l'autre comme ça, quoi. Non, c'est loin d'être vrai. Très très loin. Voilà, pour avoir déjà expérimenté la chose. Voilà, ça nécessite un investissement personnel non négligeable de basculer de l'un à l'autre. Et même pour moi, qui pourtant... Je bascule très facilement de logiciel à un autre, etc. Et mon ordinateur portable est sous Linux, hein, voilà. Mais de là à passer mon ordinateur principal sous Linux, non. Non, non, il y a un gap, hein. Il y a quand même une différence qui est gigantesque entre Windows et Linux. Et clairement, pour l'instant, Linux n'est pas fiable pour être totalement utilisé pour l'ensemble des panels d'utilisation. C'est-à-dire que pour un Linuxien qui ne joue pas aux jeux vidéo, ou très peu,
et qui est déjà habitué à l'écosystème Linux, oui, pour quelqu'un qui est habitué à un écosystème Windows, déjà, pour quelqu'un qui est habitué que à Windows, ça va vraiment pas être simple, mais même pour quelqu'un qui est habitué aux deux, je sais quelle est la difficulté d'utiliser un Linux quotidiennement en desktop, avec les risques aussi que ça représente, la stabilité du système. Je remets pas en cause la stabilité d'un système serveur. Hein. Linux en mode serveur, c'est d'une stabilité, voilà, c'est performant, efficace, optimisé. Il y a côté serveur, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, c'est vraiment Linux côté serveur, c'est top. Côté serveur. Côté desktop, alors, ça s'est amélioré quand même depuis quelques années, avec énormément de contributions de la part de Google, de Microsoft aussi, hein, surprenamment. Il y a eu une vraie amélioration de la gestion des drivers aussi, parce que Nvidia maintenant remet à disposition de façon plus ou moins open source les drivers, etc. Donc ça s'est un peu plus stabilisé ces derniers temps. Mais clairement, la gestion du matériel propriétaire, c'est une chiure. Sous Linux, voilà, c'est à un moment donné, je trouve ça abusé de la part d'un journaliste ZDNet, je trouve vraiment abusé leur article d'aller t'expliquer si tu n'utilises pas Linux et que t'es trop con. Bon, après c'est la tendance actuelle, hein. De toute façon, dès que les gens ils sont, tout le monde est devenu site hein, sur internet. Hein, voilà, soit t'es avec moi, soit tu es contre moi. Hein, voilà, c'est vraiment le discours d'Anakin, mais c'est trop ça, quoi. Non, je suis désolé, quoi. À un moment donné, il faut être lucide sur la façon d'utiliser les ordinateurs. Les gens, ils veulent quelque chose qui marche. Ils s'en foutent de pouvoir personnaliser, machin, etc. Ce qu'ils veulent, c'est que ça marche. Mais voilà, quoi. Alors, du coup, a priori, t'as l'air d'accord. Donc, voilà, je vais mettre en avant ton message. Et il y a trop de texte, du coup mon truc il l'affiche pas bien, mais c'est pas grave. Du coup je vais le lire. Je confirme, j'ai passé un temps sur Linux, beaucoup de temps, j'ai fini par lâcher l'affaire, même pas un outil d'édition d'images convenable, j'ai ragé quand j'ai passé une dizaine d'heures à tenter de faire une modif sans succès, et Unity sur Ubuntu a été un gros retour en arrière à l'époque. Ça avait été une version libre de Vista, limitée au niveau de l'interface. Et oui, on avait testé à la même époque. Hein, voilà, et encore Unity, j'étais pas totalement allergique à Unity, mais qui est l'ancien desktop du coup d'Ubuntu. Mais clairement, c'est un problème assez récurrent dans le milieu des Linuxiens. C'est ce côté élitiste de leur logiciel qui les rend inaccessibles au commun des mortels. Voilà, c'est-à-dire que même moi qui est plutôt spécialisé dans une partie des outils, voilà, c'est souvent les mecs ça coûte pas cher hein, de faire un truc qui soit accessible, quoi. Voilà, voilà, quelque chose de parlant, quoi. Des fois, vraiment, les mecs, ils partent du principe que tu sais déjà. Donc, ouais, mais si tu sais pas, on fait comment, en fait? Mais non, ça, ils répondront pas. Ouais. Mais bref, mais c'est un peu l'idée. Et effectivement, le problème, c'est que, oui, c'est bien, c'est facile d'installer une Debian. Enfin, facile. Grosse guillemets, hein. Ouais, facile, oui, quand t'as l'habitude, ouais, c'est facile. Quand c'est la première fois, ouais, tu vas galérer un peu. Mais même tu trouves 2-3 tutos, machin, etc. Mais quid de l'entretien, quoi. L'entretien du système, voilà, que quand tu vas faire des mises à jour et que ton système il plante, et que du coup t'as, par exemple, ton driver graphique, en fait, il est pas compatible avec la dernière mise à jour. Du coup, t'as flingué ton driver graphique et tu te retrouves juste avec la console au démarrage. Et tu fais comment? Bah, vas-y, moi ça m'est arrivé 2-3 fois, hein, quand même, hein, où j'ai dû aller avec un autre ordinateur, regarder sur le forum de Ubuntu pour comprendre pourquoi j'ai mon écran sans carte graphique,
et qu'en fait c'était dû à une comment dire, en fait il fallait désactiver les drivers avant la mise à jour, puis faire la mise à jour, puis réactiver les drivers. Oh, putain. Enfin à un moment donné, je veux bien, mais faut arrêter quoi. Mais bon, bref. Dans l'article, il va plus loin que ça, en fait, hein, pour dire, il va encore plus loin. Le mec, il te parle donc du système d'exploitation pour PC, mais peut également vous apporter une valeur considérable en tant que système d'exploitation pour votre serveur domestique. Mais d'où? Enfin, qui a un serveur domestique à part des informaticiens déjà spécialisés? Non, mais voilà, moi je pose la question quand même, hein, c'est... À part des gens passionnés qui savent déjà du coup comment utiliser un Linux, machin, etc., ont un serveur à la maison. Alors moi j'en ai un, je suis d'accord, j'en ai même plusieurs, mais bon, voilà quoi, c'est moi, voilà, c'est à un moment donné, c'est mon métier quoi, donc bon, moi ça va pas me, ça me choque pas de bidouiller mon serveur, machin, etc., mais clairement, je peux pas dire à ma belle-mère qui est déjà en galère avec son Windows 11, de lui dire non mais t'en fais pas, je vais te mettre un serveur à la maison, puis je vais te mettre un PC sous Linux, puis tu vas voir c'est tout pareil. Non, puis en plus lui il va plus loin que ça quand même le gars. Hein. Le gars il t'explique quand même. Il dit qu'en gros ça va, c'est pas si compliqué. Hein. Je sais pas ce que vous dites probablement, je ne sais même pas comment configurer un serveur. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est beaucoup plus facile que vous le pensez. Ouais. Plus facile? Enfin... Alors oui, maintenant, moi, je te le fais en 2-2, le serveur. En 2 heures, t'as un serveur complètement OP avec l'ensemble des solutions. Mais bon, parce que j'en ai bouffé, quoi, du serveur. Hein. Et donc, le gars, il t'explique tranquillou que, en gros, c'est facile. Et à côté de ça, il t'explique aussi que, en gros, vous pouvez vous faire vos propres alternatives et déployer donc un serveur. Donc oui, il le met là. J'ai déployé un serveur Linux que j'utilise comme système cloud interne avec Nextcloud, Invoice Planet, Open Project et Portainer pour déployer donc les solutions citées. Et il utilise un serveur Samba pour partager ses fichiers sur son réseau interne. Mais tu veux expliquer ça à des gens qui connaissent rien? Non mais... Non. Enfin, c'est... Portainer, quoi. Enfin... Il faut expliquer le concept de Docker, de container. Même des gens calés en informatique ont du mal à appréhender le concept déjà de base. C'est les Docker, containers, machin, etc. Enfin, tout ce concept-là, comprendre pourquoi ça marche. Mais du coup, comme je disais... Quid de la maintenance, putain, tu leur balances ça, tu leur dis, tu leur files un tuto en mode à l'aveugle comme ça, où les mecs ils vont genre juste à copier-coller et ça marche. Non mais enfin, ils font comment quoi? Alors ok, et en plus, le pire de ça, c'est que son exemple il est pourri. Parce que moi j'ai des solutions open source qui sont bien mieux pour faire du serveur à la maison et beaucoup plus user-friendly. Hein. Alors, faut que je retrouve le nom. Parce que là, au moins, ça servira à quelque chose. Mais comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. En fait, c'est du container aussi, mais en fait, c'est un serveur dédié. Tu installes ça, et en fait, derrière, t'as un portail web, et tu peux installer directement via un GUI. Donc, assez facile d'utilisation. Tu peux directement installer tes instances, et du coup, c'est les gars qui ont fait des scripts qui permettent de gérer les backups, les sauvegardes, etc. Ah putain, comment il s'appelle? Ah! Alors, comment il s'appelle? C'est serveur quelque chose, mais... Plus, je crois que c'est un projet français, en plus. Comment il s'appelle? Je crois que à l'époque c'était avec Mastodon qu'ils avaient fait ça aussi. Et en fait on pouvait déployer facilement. Ah purée, ça m'énerve. Comment il s'appelait déjà? J'avais pas gardé quelque part.
Ah, j'ai envie de le ressortir quand même, parce que... je trouve que c'était un projet intéressant. Bon, moi, je l'utilise pas, parce que bah, je sais gérer les containers, donc j'ai pas ce problème-là. Alors, est-ce que je peux le retrouver, là? Alors, c'est pas du... c'est pas mon cloud, c'est pas ça, c'est pas... non, c'est pas ça non plus. Non, c'est... ouais. Ah, ça me revient pas. Ah, ça m'énerve. J'aime pas quand ça fait ça. Bref, tant pis, c'est pas grave. Mais du coup, je suis sûr qu'il existe une solution qui permet de faire ça, effectivement, en quelques clics. Mais clairement, il faut se sentir, quoi. Parce que là, derrière, c'est facile hein, de dire, bon, regarde, tu fais ça, t'installes ça, et ouais. Mais le jour où t'as une merde, tu fais comment? Non, parce que tu vas dans le magasin du coin pour faire une réparation, les mecs, ils connaissent Windows, hein. Linux, pour la plupart, ils connaissent pas, hein. Donc c'est vrai que tu te retrouves tout seul hein, pour faire la maintenance de ton ordinateur. Donc pour moi, clairement, c'est presque, comment dire, j'irais presque te dire, c'est... ah, c'est pas criminel, clairement, mais c'est abusif de tenir un tel discours et en expliquant que c'est easy, quoi, les gars, vas-y. Et que derrière, effectivement, moi je sais quels sont les problèmes que tu vas rencontrer. Et déjà, avec du Windows, c'est pas toujours facile, mais avec du Linux, sachant toutes les variations de distribution, toutes les variations dues aux logiciels qui peuvent être installés, etc. Ouais, dire que c'est accessible à tous et à toutes... ouais, j'aurais pas pris les risques, hein, perso, hein, de très très loin de là, hein. Mais bon. Donc là, après, comme il dit, avec Linux, vous pouvez faire les choses à votre façon. Mais les gens, ils ont pas de façon, ils veulent que ça marche et tout, en fait. Ils veulent un truc facile d'utilisation et qui marche bien. Bah, Linux, c'est pas facile d'utilisation et ça marche pas toujours bien. Moi, je suis désolé, c'est une réalité. Voilà. En tout cas, côté desktop, hein, on parle. Hein. Moi, côté serveur, rien à voir. Voilà, c'est côté serveur, ça marche super bien, c'est stable, c'est parfait. Côté desktop, je suis désolé, non, c'est fou, c'est pas crédible. Mais bon, le seul truc dans lequel je suis aussi d'accord quand même par rapport à sa remarque, c'est rattacher la confidentialité et la sécurité de vos données. Effectivement, c'est l'avantage d'utiliser Linux et des solutions open source. Parce que du coup, on peut remplacer en fait toutes les solutions qui sont du coup payantes ou gratuites, mais pour laquelle vos données sont les produits, voilà. Et effectivement, dans le cadre des IA, et préoccupant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on prend Google, on prend Microsoft, etc. Toutes leurs solutions gratuites, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et le truc, c'est que dans toutes les conditions et clauses de confidentialité de Google et de Facebook et de Microsoft, ils se permettent d'utiliser les données qu'on leur donne. Donc ils apprennent de nos données personnelles. Donc effectivement, on peut considérer que installer sa propre instance, mais c'est une des raisons de pourquoi j'utilise mes propres instances pour une partie de mes solutions, c'est parce que je veux pas leur filer mes données. Mais je veux pas leur filer leurs données, enfin je veux pas leur filer mes données plutôt, mais j'ai les compétences pour pouvoir contourner ça. Dire que Monsieur Tout le Monde est capable de s'installer un serveur à la maison et se partager des fichiers, on parle d'autre chose, hein, parce que moi, à la limite, ok, tu me parles d'un NAS à la maison, ça va, c'est faisable, effectivement, parce que tu l'installes, tu le branches, t'as un portail web, voilà. Avec un peu d'investissement, mais pas trop, c'est faisable. Mais au-delà, c'est illusoire. Enfin, installer un serveur avec portainer et tout, enfin, c'est en ligne de commande, enfin... Alors ok, oui, il faut juste faire des copier-coller, machin, etc., mais... Enfin, ça fait peur, hein, la console. Enfin, moi maintenant, moi, ça me fait rien, la console. Mais la toute première fois où je l'ai utilisé, je me suis dit, oh là, c'est compliqué. Mais encore, enfin, j'avais pas trop cette idée-là, parce que quand même, j'ai eu des ordinateurs très jeunes. Donc, j'ai eu un MSX.
qui fonctionnait que en console, hein, voilà. J'ai joué sur MS-DOS. Et ensuite, j'ai découvert petit à petit Windows 3.11, 95, 98. Donc moi, j'ai vu l'évolution. Donc la console m'a jamais trop fait peur. J'ai toujours dit, bon, ouais, si j'ouvre la console, c'est que je vais faire une connerie. C'est vrai que sous Windows, dès qu'on a passé 98, en fait, 98 XP, particulièrement XP, on allait quasiment plus sur la console. Déjà. Voilà, 98 XP, il y avait quasiment pas besoin de la console. Très rarement pour des vieux jeux ou des trucs comme ça. Voilà, c'est... Mais bon. Donc effectivement, revenir à la console, ça m'a fait un peu bizarre au début. Mais pour quelqu'un qui a jamais touché à ça... moi je sais, hein, je le vois au taf. Hein, voilà, dès que je suis en mode console, là que j'ai 3 consoles d'ouvertes à l'écran, les mecs ils arrivent et ils sont largués. Hein, ils me disent « Waouh, putain, qu'est-ce que tu fais t'es un hacker ?» Non, c'est 3 consoles SSH, quoi. Ça va, quoi, c'est pas foufou, quoi, hein, voilà. N'importe quelle personne qui a géré un serveur, voilà, c'est 3 consoles SSH d'ouvertes, c'est pas la mort, quoi, hein, voilà, clairement. Donc, non, voilà. Bref, je peux tergiverser pendant très longtemps, mais je commence à tourner en boucle. Bref, cet article-là m'a touché, personnellement. Je suis en profond désaccord avec son auteur, mais bon. Mais je trouvais quand même que ça permettait d'aborder des sujets intéressants.